Et c'est bon. Hop. On va attendre un petit peu. Tout le monde se connecte. Voilà, c'est bon, sur le groupe, on est en direct. Bonsoir à tous. Alors, j'ai vu un j'aime, mais j'ai pas de personne qui se connecte. Ah si, ça y est. Ah ben, c'est ma cousine. Ouais, j'ai converti ma famille à regarder mes lives. C'est déjà une grande victoire. Ah oui. Ça serait bien qu'il y ait toute ma famille, ça ferait 350 personnes par live. Oh, ça serait top. Ah, ça serait un minimum. Ouais, j'ai une grande famille. Ça y est, voilà. Bonsoir à tous. Bonsoir tout le monde. Ah, il y a Laetitia. Salut Letty. Déolinda. Coucou ma Déolinda. Salut. On va attendre encore un petit peu, puis on va rentrer dans le vif du sujet. Alors préparez-vous à frissonner ce soir. J'aurais dû programmer l'interview de Franck pour Halloween. Ça aurait été tellement plus drôle. Ah ça oui. On aurait été dans le thème. Ah, carrément. Ah, Facebook user Yo, donc ça je pense que c'est Maxime. Ça y est, les gens ils sont partis faire le pont. Bah c'est ça, c'est un grand week-end. Non, moi je travaille demain. Je suis pas sûr que j'ai grand monde, mais j'ouvre. Non, mais après, bah, peut-être qu'il y aura du monde justement, vu qu'il n'y en a pas beaucoup qui seront ouverts. J'ai adoré l'extrait, je veux en savoir plus. Ben, prépare-toi de Linda, parce que du coup, on va sacrément décortiquer. Et pas un tome, les 2 tomes. Du coup, je suis à la moitié du second, mais je pense que je l'ai Tome quand et demi. même bien cerné. On va décortiquer un tome et demi. Voilà, c'est ça. Bon, mais du coup, on va attaquer. Ça fera venir les autres. Donc, bonsoir à tous. Donc, comme vous le voyez, ben, du coup, je suis avec Frank Kerner, qui est l'auteur d'Ismeri. Une saga aux petits oignons. Avec quand même un petit peu de, on va dire, d'ensorcellement, de magie, qu'elle soit noire, qu'elle soit blanche. Tu parles pas de la rouge, je suis déçu. Non. Je suis déçu, tu parles pas de la rouge. Faut en garder pour les autres tomes. Ah, voilà, qui sait. Et pour faire le petit pitch du premier tome, du coup, hop, alors je vais juste reprendre mes notes parce que du coup, il y a beaucoup de personnages. Vous allez faire la rencontre. Je vais essayer de les faire de tête, voir si je me rappelle. Gaël, James, Sonia, Louise, Sandrine, Steph, Mika. Ouais. Greg, je l'ai dit, je sais plus. Non, je crois pas. Greg. Et je crois que c'est tout déjà. Des protagonistes, parce qu'après, ça fait déjà une bonne partie, ouais. Il y a Arthur, Fred et Nadia aussi. C'est ça. Voilà, donc vous voyez déjà, il y a une belle panoplie de personnages. Et en fait, ils vont faire une rencontre un petit peu atypique, même très atypique, puisque du coup, ils vont trouver un arbre. Et de cet arbre va découler un événement quelque peu sanglant, puisque du coup, il va y avoir la résurrection d'une sorcière qui s'appelle donc Ismeri. Et au fur et à mesure des 220 pages du premier tome, on va voir s'ils arrivent à battre cette sorcière. Et il y a de tout, du rythme, de la magie. On se retrouve un petit peu dans un épisode du Club des 5 et de Charmed, voire même de la nouvelle série Salem. Donc Maxime nous demande 6 personnages principaux. Oui. Les premiers que j'ai cités, ils sont principaux. C'est vraiment les protagonistes de l'histoire. Et c'est ce qui apporte du charme, parce que du coup, en fait, chaque personnage va apporter quelque chose à l'intrigue.
Il y a quand même aussi un petit peu de légèreté, je ne vous en dirai pas plus sur le pourquoi du comment, mais il y a un petit moment qui nous tient en haleine. Du coup, dans ce livre, il y a, je dirais, 3 intrigues. Est-ce que tu es d'accord avec moi, Franck? Est-ce que tu vois quelles intrigues je parle? Ouais, je pense être d'accord. Je suis pas sûr pour si on est vraiment sur la même chose, mais j'aurais envie de dire oui. Il y a du coup le combat contre la sorcière. Tout à fait. Il y a l'évolution entre 2 personnages. Voilà. Et la troisième, tu penses à laquelle? Moi, je pense à un message que j'ai placé dedans, mais je sais pas si c'est celui-là que tu auras décelé par Qui rapport se au collège. trouve aux 3/4 du livre. Hmm. Passage dans la maison. Ah non, je pensais pas à celui-là. Ah, enfin, je n'ai pas Je... décelé celui-là. Mais tu vas nous en dire plus. Alors, il y a des dragons? Non, il n'y a pas de dragons. Il n'y a pas besoin. Il y a d'autres créatures, mais il n'y a pas de dragons. Non, ça aurait fait trop fantasy. Là, on n'est vraiment pas sur de la fantasy, on est vraiment sur quelque chose de... Comment je pourrais dire? Vraiment dans la veine de Charmed. C'est des démons, il y a des rites initiatiques, il y a vraiment beaucoup d'ésotérisme. On est vraiment sur de la sorcellerie pure et dure. Et c'est agréable parce que du coup, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ce genre de choses. Depuis, c'est même pas dans la lignée d'Harry Potter, en fait. On peut même pas comparer à Harry Potter, c'est complètement différent. Alors du coup, ma première question, Franck, qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire sur ce genre de choses? Et donc principalement, j'aime beaucoup tout ce qui est ésotérisme, tout ce qui est magie, hein, les univers Charmed. Tout à l'heure, on parlait de Buffy contre les vampires, Oui. qui est très vraiment dans notre génération. Tout ce qui est supernatural et autres. Donc c'est toujours des choses qui m'ont attiré. Et de ça, j'ai imaginé le personnage d'Izmeri. Donc, et notamment son vécu et ce qui l'a amené à être ce qu'elle est. Et c'est ce qui m'a donné vraiment envie de raconter son histoire. Donc après, il a fallu décider du style de narration qui allait être employé et du point de départ de l'histoire, plutôt que de partir du début de ce qui arrive à ce personnage. J'ai voulu plutôt commencer l'histoire lors de son retour pour avoir le plaisir de découvrir les différents éléments de son passé et de son vécu en même temps que les protagonistes qui vont essayer on va dire, de l'empêcher de revenir, quoi. Et c'est surtout là où c'est que tu es très fort, puis du coup, en fait, les amis, c'est fait comme un cold case. C'est que vous allez avoir le chapitre qui va être au présent, et ensuite vous allez remonter les aventures des personnages. Et ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. La construction narrative, elle est super intéressante. Et surtout, dès le début, on ne sait pas où on va. On le comprend au chapitre 2, 3. Là, on commence à se dire, oula, là, il va y avoir du rythme, là, il va y avoir de la danse. Et tu nous fais sacrément bien danser, tu nous fais sacrément aussi, on va dire, réfléchir, puisque du coup, sur plein de choses, sur les rites, tous les grimoires qui fouillent, le latin, les choses comme ça, tu donnes vraiment plein d'infos et ils sont extrêmement riches. Alors, oula, il y a des commentaires déjà. Waouh, ça donne trop envie. Xavier, je vous adore. J'espère que vous allez sélectionner mon livre. Oui, ben c'est fait, je l'ai lu. Est-ce que tes romans sont pour ados ou tout public? Alors, ceux qui sont connectés, ceux qui passent par Facebook, s'il vous plaît, pensez à mettre votre nom sur les commentaires parce que je ne vois pas tous les noms. Alors, je te laisse répondre à la question, Franck. Est-ce que c'est pour ados ou tout public? Alors, on va dire que la construction, les personnages à la base sont prévus pour du public ado, young adulte. Par contre, j'ai beaucoup de lecteurs adultes qui l'ont lu et qui ont vu l'histoire un peu plus de la même façon que celle dont je l'ai construite et qui ont eu plus d'affinité avec des personnages comme Sonia ou Louise qui sont, eux, des adultes qui vont aider les collégiens. Donc, le retour que j'ai est vraiment que ça plaît à tout public en fonction, on va dire, de son point de vue et de son ressenti par rapport aux émotions des personnages. Ouais, c'est ça qui est bien. C'est vu que tu as les ados, tu peux toucher la cible, tu peux toucher les ados puisqu'ils vont se reconnaître et surtout qu'il y a une écriture très immersive puisque du coup le roman est construit à la première personne. C'est ça. Donc du coup, on découvre, on n'a pas de choses en amont par rapport aux personnages, on découvre tout en même temps que les personnages et du coup ça donne un côté vachement cinématographique au livre.
Voilà, tout à fait. Entre ça et le point de vue d'observateur du personnage qui raconte l'histoire, qu'est James, euh, on découvre beaucoup de choses à travers son regard ou son ressenti. Donc ça permet de vraiment bien s'identifier à eux et de partager les émotions qu'il va ressentir en fonction des moments où il va être plutôt dans l'angoisse, ou alors à d'autres moments beaucoup plus légers avec l'intrigue entre les deux personnages dont tu parlais juste avant. Ça permet vraiment de retrouver des sentiments qu'on n'a pas forcément, et aussi des inquiétudes un peu plus jeunes, un peu plus dedans l'enfance, ce qui a toujours un petit côté émerveillant en fait. Alors j'essaie de trouver, j'arrive pas à remettre la main sur la couverture parce qu'il faut quand même que je vous montre la couverture. Je l'ai là si tu veux. Ah, vas-y. Donc là, le tome 1. J'adore cette coupe. Alors je préfère celle-là au tome 2. Elles représentent pas la même chose en fait. L'objectif était d'avoir même s'il y a une certaine petite continuité entre les deux, la première couverture est censée montrer justement, je vais la remontrer pour les personnes qui regardent, donc l'arbre avec le regard qui est derrière qui symbolise un peu l'omniprésence. Donc on est vraiment dedans l'inquiétude d'une chose dont on ne connaît pas forcément l'identité exacte, alors que le tome 2, tu veux que je le montre ou tu l'as? Ah oui. Et donc le tome 2, qui lui va montrer une présence. Voilà, après elle va plus avec le thème du tome 2 qui est un peu plus... là, on va vraiment vivre l'enchaînement d'événements qui découlent du premier tome. Donc, l'objectif était de marquer la présence d'Izmeri et de montrer à travers la proximité entre la jeune fille et la sorcière un certain danger, en fait. Avec toujours le petit détail au niveau de l'œil qui est exactement, en fait, c'est ni plus ni moins que l'œil du tome 1 qui a été diminué et qui est placé à la place du regard de la sorcière. C'est exactement la même image. Alors, Nathalie nous repose la question. Bonsoir, il y a des dragons. Salut Nat. Non, il n'y a pas de dragon dans Izmeri, mais il y a bien d'autres créatures qui sauront te faire flipper. Alors, Deolinda, comment as-tu l'idée des prénoms des personnages et celui de la sorcière ? Alors, celui de la sorcière, j'ai cherché des prénoms qui existaient à l'époque de son passé, notamment les flashbacks. C'était un prénom qui existait et j'aimais bien un peu la consonance d'Izmeri. On retrouve, déjà, c'est un prénom qu'on ne trouve pas partout. J'ai déjà rencontré 3 Izmeri qui m'ont contacté via le titre de mon livre. Et j'aimais bien un peu la consonance, on entend un peu le mot misère dedans. Et par rapport à son vécu, je trouve que ça a vraiment, ça a vraiment une importance et ça permet d'avoir une certaine continuité. Pour tous les autres personnages, principalement, c'est pour tous les humains, on va dire, pour tous les personnages du tome 1, c'était des prénoms qui m'étaient venus au fur et à mesure de l'écriture, que j'aimais bien, ou je trouvais qu'ils leur allaient bien par rapport à leur personnalité. Pour le tome 2, il y aura eu un petit peu plus de recherche, notamment pour tous les week-ends, tous les personnages qui sont vraiment extraits du monde de la magie. J'ai fait plus de recherches pour essayer d'avoir des choses un peu plus originales, avec des petits particuliers, des fois des petits détails dans le prénom qui permettaient de faire ressortir quelque chose, de se dire il y a quelque chose, on n'est pas devant quelque chose de naturel. Oui, pour vraiment donner le paradoxe en termes de personnages, que les gens comprennent Voilà. à qui ils ont affaire rien qu'avec le prénom. Voilà, tout à fait. Ce que tu fais très bien aussi dans le tome 1, puisque du coup, chaque dialogue, parce qu'il y a beaucoup, c'est un livre qui est très vivant, d'où qui a vraiment ce côté cinématographique, comme je disais tout à l'heure. Il y a beaucoup d'échanges entre eux, oui. Et tu arrives à donner, rien qu'avec le dialogue, tu arrives à faire approprier le dialogue, on s'approprie le personnage grâce au dialogue. Oui, je pense notamment à Sonia. Dès que c'est Sonia qui parle, tu n'as même pas besoin de dire « dit Sonia » ou « Sonia a dit », on comprend que c'est elle. Elle a toujours un ton assez grave et assez, on va dire, assez prompt. Hein. C'est comme le général dans le tome 2, on sent dans son dialogue. Après, l'objectif dans les dialogues, c'est non seulement de comprendre qui parle,
mais aussi il y a beaucoup d'informations relativement importantes qui s'échangent entre, parce que James, n'étant pas forcément toujours à côté on va dire des adultes, de Sonia ou de Louise qui font beaucoup de recherches, il a beaucoup d'infos qu'il retransmet, qu'il a lui-même appris de vive voix lors de ces échanges, qui ont énormément d'importance à ses yeux lorsqu'il laisse cette vidéo. Donc l'objectif, c'est à la fois ça et à la fois de permettre de comprendre tout de suite si on est sur un moment grave, si on est sur de l'info importante, ou si on va être sur des dialogues un peu plus légers pour permettre de souffler, ou tout simplement de rapprocher les personnages, de se soutenir entre eux. Donc c'est quand même un outil qui est très intéressant à travailler. Après, le tout, c'est de trouver le juste milieu. Si les échanges sont importants, il faut aussi des fois savoir les couper ou les raccourcir pour pas tomber dans le longuet et ne pas avoir l'impression d'être dans une pièce de théâtre. Ah, mais justement, moi, ça m'a pas dérangé, ça. Parce que j'ai retrouvé à certains moments le côté théâtral. Oui, j'aime beaucoup, notamment j'en ai lu dans beaucoup, donc j'aime bien. les scènes de combat. Dans les scènes de combat, j'ai vraiment retrouvé cette ambiance très théâtrale, notamment une où j'ai vraiment retrouvé ce côté un petit peu Roméo et Juliette, quand c'est le duel contre Tybalt et Roméo. Mhm. Tu vois Avec quel passage je oui, parle? oui, oui, tout à fait, par rapport à je dirais à leurs échanges et un peu on va dire, au côté un peu m'as-tu vu d'un des deux personnages. Après, c'est voilà, la personnalité de chaque protagoniste est très importante. Je travaille beaucoup le scénario comme le dialogue vis-à-vis de chacun d'entre eux. C'est-à-dire qu'ils ont chacun leur centre d'intérêt, chacun leur particularité, leurs inquiétudes aussi et leur Force et leur leur faiblesse. volonté. Tout à fait. Donc, et là, il faut vraiment faire attention de ne pas avoir des actes ou des paroles qui ne colleront pas. Je prends par exemple Greg, qui est un personnage qui apporte beaucoup dans certaines situations. Il va avoir un petit côté un peu humoristique qui lui est vraiment propre et qui, par moment, avec la personnalité assez extravertie de Gaël, peut donner des petites situations très rocambolesques et vraiment qui ne pouvaient pas aller à d'autres personnages qu'à eux deux lors de la création du scénario. Et c'est surtout ce qui plante bien les fondations. Parce qu'il n'y aurait pas eu tout ça, ça aurait été profond, mais pas autant. Parce que là, du coup, ça prend du relief rien qu'avec ça. Rien qu'avec ça, le texte prend du relief. Pour moi, je dirais, dans la construction de ma saga, c'est vraiment les personnages qui en sont les acteurs. Autant il y a une trame qui est déjà définie sur, on va dire, l'axe central de l'histoire qui va être Izmeri, autant tout l'environnement autour, tous les passages secondaires et autres ont leur importance aussi, mais doivent toujours coller aux différents personnages et aussi à leur évolution. C'est-à-dire qu'entre le tome 1 et le tome 2, certains personnages ont beaucoup évolué. Par rapport au tome 2, il va y avoir encore de gros de gros tournants, de gros changements pour certains d'entre eux. Et tout ça, ça va forcément, ça va forcément laisser et encore plus. Mais je veux dire, tout ça permet aussi de revoir les choses. C'est-à-dire que quelqu'un qui va être comique au début ne va pas forcément le rester sur toute la saga. Je dirais même que ça serait une grosse erreur de le faire. Tout comme un personnage qui va savoir se mettre en avant ou autre, s'il lui arrive des choses relativement choquantes, il va être normal qu'après, il va travailler sur la réserve. Et tout ça, c'est un énorme travail d'organisation, de préparation, de manière à ce que la lecture paraisse fluide. Et à chaque moment, pour moi, chaque acte, chaque parole, la question c'est est-ce que ça lui va? Est-ce que c'est logique de son point de vue de faire ou de dire ces choses-là? Et ça permet de justement créer une aventure où dès la première phrase d'un dialogue ou dès le début d'un acte, on sait déjà quel personnage le fait. Et là où ça devient intéressant, c'est qu'on n'a pas besoin de le dire dans le début et on peut placer le nom du personnage qui fait ou dit ça vers la fin, juste pour que le lecteur se pose la question, est-ce que je me trompe? Est-ce que c'est lui? Après, on peut réfuter ou affirmer ce qu'il pense. Et là, on commence à avoir un petit jeu un peu avec le lecteur qui va permettre justement d'avoir des échanges lorsqu'on se rencontre. Et tout ça, c'est magique, quoi, après.
Alors, je sais que là, il y en a une, donc je m'adresse à toi, Laetitia. Elle te pose une question. Serait-ce à classer dans la même catégorie que les romans Wicca de Kate Tiernan? Alors là, je me suis pas posé la question. Alors j'en ai entendu parler, je les ai jamais lus. Pour la simple Moi, et bonne je dirais raison plutôt que... Trudy Canavan. Ça ressemble un petit peu au Trudy Canavan. Sur certains points, pas sur tout, mais il y a cette essence, on retrouve cette essence. Mais Kate Tiernan, j'ai pas lu non plus. Donc là, moi non plus, je peux pas répondre. C'est Mais ça. par contre, Alors, après, c'est vrai que c'est toujours difficile de classifier un roman par rapport à d'autres, parce que chaque auteur a ça patte. on va dire, sa patte, a ses petites habitudes ou on va dire, ses messages, ses volontés. Et même si on peut travailler sur un même thème, on va pas forcément le présenter de la même façon. Moi, je parle de Wicca. C'est avant tout aussi une façon de, je dirais, déjà c'est une culture que j'aime beaucoup, mais ça, pour moi, la Wicca dedans le livre va vraiment représenter le côté respectueux de la magie, avec le respect des éléments, on va dire la source d'énergie et le travail qui va derrière. Mais il y a aussi une énorme part de nécromancie et de magie noire qui apparaissent au fur et à mesure. Et je pense quand même que dès le premier chapitre du tome 1, je dirais, si on ne comprend pas que ça va glisser sévèrement à un moment, je pense qu'il faut relire ce chapitre avant d'aller plus loin. Oui. Alors, bah, tu vois, je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure. La façon dont tu t'appropries les personnages, etc. Je suis sûr à 75% de chance que si Laetitia, donc Laetitia qui est là, qui est parmi nous ce soir, elle lit ton livre, elle va faire comme ce qu'elle avait fait pour Caroline. Le jour de la dédicace de Caroline, elle s'est pointée. Elle avait fait le listing de tous les personnages du livre. Mais tous. Et là, parce que Caroline, dans l'univers de Caroline, c'est pareil, il y a beaucoup de personnages. Et là, je suis sûr qu'elle va faire pareil. Alors, Déolinda, cela a-t-il été difficile pour toi de décrire la sorcière et de t'imprégner du personnage? Je fais référence au côté méchant qui n'est peut-être pas toujours facile à décrire. Alors, j'adore cette question, parce qu'en fait, la particularité de ce personnage, c'est que je ne cherche pas forcément à le rendre méchant. C'est-à-dire que l'objectif, c'est justement de comprendre pourquoi elle revient, c'est-à-dire que même si elle a le mauvais rôle dans cette histoire, on ne sait pas exactement ce qu'elle veut, puisque il y a un certain mystère autour de ça, mais surtout, le personnage d'Izmiri est présenté sur différentes époques, à différents moments de sa vie, afin justement de poser cette intrigue. Et qu'est-ce qui lui est arrivé, pourquoi et comment elle en est arrivée là. C'est-à-dire que si tantôt, dans le présent des jeunes, on en a peur, on s'inquiète de son retour, lorsqu'on va dans son passé, on a presque envie de la consoler, on a vraiment envie de Exactement. l'aider, et c'est vraiment un personnage à qui on voudrait s'attacher. Donc, je ne dirais pas forcément qu'elle est la méchante. Par contre, j'insisterai beaucoup sur le fait qu'elle est le personnage central de cette série. C'est vraiment, si son nom est dessus la couverture, c'est vraiment très important. C'est-à-dire que tout va tourner autour d'elle à tout moment, mais de différentes façons pour pouvoir comprendre ce qu'elle a vécu. Ouais, ça m'a fait penser un petit peu à. Alors, ceux qui me suivent depuis longtemps, ils vont se dire encore ici de ce film. Ça fait penser un petit peu au film Angle d'attaque, où c'est un événement, le même événement, vu par différents personnages. Tout à fait. Et en fait, on retrouve cette empreinte-là, parce que du coup, moi, il y a des passages, mais quand j'ai vu que tu racontes un petit peu son histoire, tout ça, je me suis dit, waouh! Et en fait, on a envie de la plaindre. On a même. C'est ça. Il y a le moment où c'est que je me suis dit, mais en fait, mais normal, les gars. Normal qu'elle a envie de vous faire ça. Vous avez vu ce que vous lui avez fait subir, la pauvre, ou quoi? Mais C'est même c'est normal. exactement ça. Et après, C'est voilà, il y a d'autres c'est choses où exactement c'est ça. que on passe de notre truc, quand il arrive quelque chose à un personnage, on passe de l'autre côté, et là on se dit, ouais, mais là, elle a abusé, quoi. Je veux bien la comprendre, mais fais pas ça. Mais fais pas Bah, ça, quoi. je dirais le truc, c'est l'effet papillon, en fait. C'est ça. Il se passe certaines choses qui ont des conséquences par la suite. Je pense que sans en dévoiler plus, par rapport à l'endroit où tu es rendu, toi, dans le tome 2, tu commences à te rendre compte qu'il y a plusieurs choses qui se passent en même temps. Et je dirais, des fois, même, ça a tendance un petit peu à agacer parce qu'on a envie de dire à certains, mais occupez déjà vous d'autres choses avant de vous pomper avec ça. Et le truc, c'est
tous ces événements peuvent se passer donc soit sur certains à différentes époques, d'autres au même moment, et ça entraîne que ce que je dirais l'objet, même si l'objectif de la nécromancienne est relativement sombre, peut-être aussi que certaines situations qui vont en découdre sont le résultat de ce qu'elle aura fait, sans forcément avoir fait certains choix non plus. Donc c'est là où l'intrigue, même si on commence à dévoiler, à lever le voile sur certaines parties, il va y avoir d'autres moments où on va se rendre compte qu'il y aura peut-être d'autres choses à aller creuser. Creuser dedans le passé de la sorcière n'est peut-être pas la seule chose à faire. Et lutter contre elle dans l'immédiat, même si ça permet de se protéger, il y a probablement d'autres choses à comprendre pour pouvoir la stopper. Parce que il y a certaines choses, si une voiture, on ne peut pas l'arrêter à main nue, quelqu'un qui revient justement d'entre les morts peut potentiellement ne pas être retué non plus. Donc il y a toutes ces questions-là que les protagonistes se posent forcément à certains moments et qui compliquent la situation et qui fait que la recherche du passé ainsi que la recherche dans certains volumes de sorcellerie devient primordiale pour eux. Ouais, parce que c'est ce que j'ai vraiment aimé. Alors, c'est étonnant. C'est étonnant parce que je m'attendais déjà, vu la richesse des personnages, enfin, vu le nombre de personnages, vu les situations, parce que du coup, des fois, on passe du coq à l'âne. Il y a des situations, on passe d'un truc à l'autre, et je me dis, mais waouh! Et je me dis, je vais être paumé. Mais en fait, c'est le but d'avoir ce côté sac de nœuds. Parce que du coup, Voilà. on participe avec eux, en fait, à la résolution. Parce que du coup, quand ils font les recherches dans tous les grimoires, on se dit, ouais, mais en fait, du coup, peut-être qu'il veut partir vers là. Mais non, ça marche pas. Donc, du coup, il faut le truc. C'est un vrai sac de nœuds. Et en fait, on réfléchit avec eux. Et c'est ça qui nous fait qu'on se prend au jeu. Il y a une partie, un côté livre dont je suis le héros, en fait. Alors, il y a un peu cette partie-là. Il y a eu aussi, et notamment dans le premier tome, une certaine volonté de vouloir montrer quand même, de bien montrer qu'à un moment, il y a une perte totale de contrôle de la situation. C'est-à-dire que si au début, c'est un petit jeu de se dire « Oh, on a trouvé ça, on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'il a cet arbre, pourquoi est-ce qu'il est comme ça ?» On commence par faire des recherches, c'est amusant, c'est drôle, on est jeune, on fait quelques cauchemars. Bon, après ce qu'on a vu, c'est un peu normal. Et puis, il y a un moment où, en fait, une certaine réalité commence à prendre le pas, mais une réalité qui est réellement effrayante. Donc, il y a une certaine prise de conscience. On se rend compte qu'on nous dit que les personnes qui sont censées nous aider ne nous disent pas tout non plus. Donc, là, il y a une peur, panique qui commence à venir. On ne sait pas quoi faire. On sent que les événements commencent vraiment à s'enchaîner probablement trop vite, parce que si on n'arrive pas à comprendre tout ce qui se passe et que ça avance de plus en plus, on se dit que là, ça devient très très grave. Donc il y avait vraiment aussi dedans ces différentes recherches qui n'aboutissaient pas et qui se superposaient les unes les autres. On sent quand même qu'il y a une grosse frayeur et on commence à comprendre qu'il y a quelque chose, que ça ne sera pas possible, mais on a envie d'espérer aussi de continuer, de pouvoir stopper cette chose-là. Donc, dedans ce côté un peu sac de nœuds, il faut y voir aussi une perte vraiment de contrôle pour les protagonistes. Pas que pour les protagonistes, pour nous aussi. Parce que je vais te faire une confidence. Donc, je te disais tout à l'heure que j'avais lu 2 fois le tome 1. Et le week-end dernier, je suis parti à Carcassonne. Histoire vraie. Attention, histoire vraie. J'étais dans le train et je lis j'étais sur la fin sur la fameuse scène de combat là. Celle que, Oui. Et du coup, j'étais dans le train en train de lire et là, mais naturellement, je fais po. Et t'as la dame qui est en face de moi dans le train. Elle me dit: qu'est-ce qui vous arrive? Je fais: non, en fait, je suis en train de lire un livre là. Elle me dit: ça parle de quoi? Donc je lui raconte l'histoire. Elle me dit: pourquoi vous venez de faire po? Parce que là, en fait, je me suis dit, je pensais qu'il est arrivé au summum de l'ambiance anxiogène. Non. En fait, là, ce que j'ai lu depuis le début du bouquin, ce ne sont que les prémices. Là, j'y suis au moment le plus anxiogène. Et du coup, la dame me fait: mais qu'est-ce que vous faites dans la vie? Donc du coup, je lui explique. Elle fait: ah, mais c'est pas mal de faire de belles découvertes. Ouais, mais là, il y en a encore une. Donc je remercie pas tes éditeurs. D'ailleurs, ils sont pas là, ça va chier. Je remercie pas tes éditeurs qui commencent à monter un
en complexité et surtout en qualité, parce que là, du coup, tous les auteurs que j'ai lus sur le mois de mai, je suis monté crescendo là. Allez, C'est j'hallucine. bien. Ah oui, moi je suis content. Et Non, surtout non, que c'est des choses que j'aurais pas l'habitude de. Le tien, si. Autant le tome 1, j'y serais allé, du coup, la couverture m'intrigue, m'a intrigué. Mais tu vois, autant le tome 2, je me suis dit, je sais pas. Eh bien, si, tu vas encore rattraper. Alors, Nathalie te demande, en fait, tu te mets dans la peau de tes personnages en prenant en compte de leur caractère, c'est ça? C'est un peu ça, ouais. Ouais. Exactement. J'avais sur Twitter, je suivais beaucoup le compte La Plume de vos auteurs. Je ne sais pas si quelqu'un parmi vous les connaît. Et assez régulièrement, elle avait un jeu qui s'appelait vos personnages. Et elle posait des suites de questions auxquelles on répondait à la place d'un personnage, ce qui permettait de présenter un peu le livre, présenter le personnage. Et elle avait chroniqué notamment le tome 1. Et elle m'avait dit qu'elle adorait ça parce qu'à chaque fois que je participais à ces choses-là, je changeais totalement ma façon de m'exprimer, ma façon de parler, jusqu'aux intonations. Et je prenais beaucoup de plaisir à le faire, que ce soit avec mes personnages masculins ou féminins. J'ai beaucoup d'ailleurs de personnages féminins dans Izmiri. Et je trouve ça très intéressant parce que les questions ou les réflexions sont totalement différentes. Et j'en arrive des fois à avoir des passages dans les livres qui sont relativement comiques, que ce soit dans le tome 1 ou dans le tome 2. Le tome 2, je pense notamment à une certaine arrivée au collège pour certains des personnages qui étaient c'était juste phénoménal pour moi d'écrire cette scène-là. Je ne sais pas si tu y es arrivé. Normalement, si à la moitié, tu dois y être. Je ne suis pas encore à la moitié. Je suis à 160 ou 165. Ça ne me parle pas. Eh ben alors du coup, quand il sera, tu comprendras de quoi je parle. Donc du pas. coup, c'est vraiment, moi je trouve, pour moi, c'est vrai, je ne vois pas une écriture d'une histoire sans comprendre chaque réflexion, chaque acte de mon personnage. Parce qu'autrement, je ne vois pas comment je peux mener son parcours. De toute façon, tu as fait une biographie de tous tes personnages, on est d'accord? Peut-être pas une biographie complète, mais chaque personnage a, géré entre guillemets une fiche qui n'est pas forcément la fiche standardisée des personnages, où pour moi il y a les éléments importants aussi bien de leur caractère, de leur passé ou de leur physique. Par exemple, si je prends pour exemple Arthur, il a un petit côté un peu persécuteur du collège, on en a tous connu. Par contre, j'ai voulu à travers ça mettre en avant que chacun peut potentiellement avoir eu quelque chose dans son passé qui peut expliquer qu'il devient quelqu'un de pas forcément sympathique pour tout le monde. Et là encore, je dirais avec Arthur, j'ai fait un petit peu ce que je fais avec Izmiri. Si on ne l'aime pas, il y a un moment où on le dit, ah ouais, quand même, le pauvre. Oui. Mais ça ne rend pas forcément plus sympathique ce qu'il a fait. Mais on se dit que, je dirais, pour un ado qui lit le livre, quelqu'un qui t'embête au collège, il n'est peut-être pas forcément mieux que toi dans sa peau. Et je trouve que ça, c'est très important parce qu'il y a quand même un message de tolérance, il y a un message de compréhension et d'essayer d'ouvrir son regard et de se poser réflexion avant de dire quelque chose ou de faire certains actes. Et pour moi, c'est important parce qu'autrement, Arthur aurait été un personnage vide, qui aurait été une caricature du personnage que j'aurais voulu créer à la base. Donc, il est très important pour moi que chaque personnage ait sa logique. Alors, Laetitia te dit, normal de faire une liste, et tu vois, normal de faire une liste, comment veux-tu t'y retrouver autrement dans un grand nombre de personnages quand tu lis une série à tomes avec du temps entre chacun? Il faut pouvoir retrouver rapidement le personnage et son histoire, et elle te demande, combien de tomes prévoyez-vous? Oh, au moins une vingtaine. Hein. Ah non, peut-être pas quand même. Non. Alors, à la base, j'en prévoyais, on va dire, aux environs de 9. À savoir que si, à l'heure actuelle, jusqu'au
tome 4, 5, tout est réellement prêt niveau scénaristique. Au niveau 6-7, il y a encore une possibilité soit de fusion des deux tomes, soit de garder chaque tome séparé. Tout va dépendre on va dire, du plan de chapitrage et on va dire de la chronologie des événements qui vont se passer dans ces deux tomes-là, afin de pouvoir évaluer leur volume. Donc comme là, à l'heure actuelle, je suis sur le tome 3 qui va être, on va dire, la fin d'un premier cycle au niveau du point de vue du type de narration et au niveau des protagonistes. Donc je n'y suis pas encore, mais il faut prévoir 8-9 tomes. L'histoire est assez longue, elle se déroule sur 2 générations, donc il y a énormément de choses qui vont encore passer dedans. Parce que si là, à l'heure actuelle, on apprend ce que James sait on va dire, de ce qu'il raconte, peut-être se trompe-t-il sur certaines choses, peut-être a-t-il mal interprété d'autres choses. Et tout ça, ça va permettre encore de lever d'autres voiles par la suite. Oui, alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, les amis, mais il ne parle pas de squelette du roman, mais il parle de scénaristique. Donc déjà, vous sentez l'empreinte qu'il veut donner à ces romans, et en plus, il arrive très bien. C'est pas donné à tout le monde d'avoir une écriture cinématographique. C'est vraiment pas donné à tout le monde. C'est peut-être que je regarde un peu trop de films. Mais non, justement, ça aide. Moi, je trouve que c'est super bien. Alors, vas-y, je te laisse. J'aurai des commentaires. Ce que je disais, c'est que effectivement, chacun a sa façon d'écrire. Moi, de par mon métier ou autre, j'attache énormément d'importance à chaque détail. Et s'il n'y a pas de logique, s'il n'y a pas on va dire, de chronologie vraiment prévue à la base, je ne vois pas comment après construire autour de ces bases. Tout pourrait s'écrouler. Donc c'est vrai que je prévois chaque chose, mis à part certaines petites intrigues secondaires. Mais il y a vraiment un scénario qui reste avec une ligne principale de l'histoire d'Izmeri. Voilà, et tout est construit autour de cette chose-là, de façon, on va dire, très méthodique, parce que je garde une trace de chaque chose que j'ai faite. Hein. J'ai un classeur type comptabilité qui est déjà plein, et pourtant il n'y a que 3 tomes écrits. Donc c'est énormément de travail, c'est énormément de temps. C'est pour ça aussi qu'il y a un petit peu de temps entre les tomes, parce que je préfère proposer quelque chose de fini et de propre avec Olivier et Véronique, plutôt que d'aller sur la rapidité et peut-être de faire défaut, on va dire, à l'histoire que je veux partager avec tout le monde. Mais justement. Alors, Deolinda, je reviendrai sur ta question après. Je vais dire celle de Maxime, parce que du coup, ça colle avec ce que tu viens de dire. Est-ce que, vu l'univers que tu as construit avec plusieurs personnages principaux, tu as pas peur de perdre les lecteurs, surtout pour une saga? Alors ça, c'est toujours un risque. Ouais, mais après, derrière, je suis pas sûr. Donc c'est pour ça aussi qu'à travers les réseaux sociaux, j'essaye d'être très présent avec la page Izmeri Saga sur Facebook, avec mon compte Instagram ou Twitter. J'essaye d'être présent et de partager, on va dire, l'univers. C'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, je présente les personnages, je présente certaines histoires. Il m'est arrivé de faire des petites... on va dire des petites enquêtes avec on va dire avec tous les adhérents de Facebook, où là, entre le tome 1 et le tome 2, il y avait des choses à comprendre sur certains personnages, et c'est eux qui ont mené l'enquête. Ça a duré sur quelques semaines, et en fonction des réponses qui étaient dans un sondage, on est arrivé avec des situations assez sympathiques. Donc l'objectif, c'est à la fois, il y a le livre, mais il y a pas mal de choses à côté. J'ai aussi, pour les besoins du tome 2, j'ai créé des contes qui sont issus de l'univers Wiccan. J'ai ma fille qui s'est pris au jeu un été de raconter certaines des légendes sur TikTok, c'est sur tous les réseaux sociaux, sur toutes mes pages encore, où elle interprète un personnage qui s'appelle Jessie Moran, qui est une Wiccan qui viendrait on va dire, de cet univers, et elle raconte un peu le passé du monde des Wiccan avec des légendes qui pourraient être l'équivalent de nos contes à nous quand on était enfant, mais bien entendu, comme ça touche un peu à la magie, à la nécromancie, au monde, on va dire, Wiccan que j'ai créé, c'est un petit peu plus sombre, un petit peu plus angoissant. Donc l'objectif, avec une saga, on a toujours le risque de perdre une partie des lecteurs. Derrière, je pense qu'il faut tisser un lien avec eux, rester présent et à l'écoute. Et si un tome prend un peu de retard, il y a peut-être d'autres moyens d'échanger, de continuer d'essayer de garder l'envie de découvrir ce livre. Je vais notamment essayer de faire pas mal d'événements aussi dès lors que, on va dire, voilà, dès qu'on pourra, hein, parce que ça devient compliqué de rencontrer ses lecteurs. On fait Izmeri à Toulouse.
Il y a un arbre qui ressemble au taquet en plus. Alors, j'en ai plein de photos, parce qu'on m'a envoyé beaucoup de photos d'arbres qui ressemblent Ah, à la faut que je te description l'envoie. de fait. Faut Et que je c'est te vrai que l'envoie. c'est assez, c'est assez sympa, parce que ça fait des interactions. Et tout à fait, des escape games, des choses comme ça, c'est toujours une façon de s'amuser. Et puis, quand on a des univers fantastiques, que ce soit Izmeri ou d'autres sagas, ça se prête beaucoup à ces choses-là, pour peu qu'on se donne les moyens et le temps et l'envie de le faire. C'est ça. Alors, Deolinda, dès le départ, lorsque tu as eu l'idée du roman, tu savais que tu devrais écrire plusieurs tomes ou ce n'est qu'après que tu l'as décidé? En fait, le tome 1 est un premier roman. Si j'avais déjà écrit des petites histoires pour Halloween ou autre, je n'avais jamais écrit de livre. Et lorsque j'ai commencé à écrire, je pensais écrire une petite nouvelle. Arrivé au chapitre 3, je me suis dit ça va peut-être prendre un petit peu plus de temps et de volume que ce que je veux. Donc à partir de ce moment-là, je me suis rendu compte que moi, dans mon process d'écriture, j'avais besoin d'établir les choses, de faire un point, de voir ce que j'allais en faire, de pouvoir évaluer quelles seraient les parties de l'histoire qui pourraient être présentées sur un tome. Vu que je savais à peu près ce que je voulais raconter, je me rendais compte que ça allait prendre du volume. Et c'est en faisant ce plan de l'histoire et ça découpe que j'en suis arrivé à 8-9 tomes. Ouais, c'est le premier tome, chers amis, il fait 220 pages et le deuxième en fait 440. C'est Donc, il ça. double. Donc, préparez-vous au 9e tome et s'il double à chaque Non, fois. À la non, fin, vous non. allez avoir une Bible, ça comme. Hein. Ce qui Une fait encyclopédie. c'est vraiment, non, ça va vraiment, c'est vraiment la partie sorcier qui a grossi le volume du tome 2. Parce que dès qu'on écrit dedans de la fantaisie avec de l'imaginaire, il y a beaucoup de descriptions, il y a beaucoup de choses à mettre. Et le tome 1 avait quand même une dominante réaliste, vu qu'on bascule vers ce domaine de l'imaginaire, alors que le tome 2, c'est vraiment la découverte on va dire, De l'après. Enfin, de l'autre côté. de l'après, de ce qui se passe, mais aussi du monde d'Izmeri, à travers Daliana, Vanessa et d'autres personnages. Ah Donc là, ouais. ça demandait beaucoup de descriptions. Et je voulais pas non plus passer trop vite sur certaines choses. Il y a aussi la description de l'emblème de la communauté d'orage. Rien que pour le décrire, ça a été un, on va dire, je me suis arraché les cheveux. Hein. Là, le front, il est plus profond. Il y a des raisons aussi à ça. Hein. Mais donc, non, c'est vrai que la fantasy, de manière générale, demande beaucoup de travail de description. Donc, ça augmente sincèrement le volume de pages. Ouais, mais là, c'est pareil, tu as été super fort dans les descriptions. Tu as des descriptions que tu mets que tu intègres dans la partie narrative, mais tu en as que tu mets dans les dialogues. Et c'est ça que j'ai trouvé de vachement bien. Parce que du coup, ça crée encore un autre dynamisme. Ça crée un dynamisme et ça permet des fois Et de, ça de allège. canaliser, voilà, d'alléger le roman. Parce que moi, personnellement, lorsque je lis, quand je dirais les descriptions, les parties descriptives, quand elles ont un sens, je les lis. Quand c'est du vague et que ça commence à être longuet, j'ai tendance à survoler. Et sachant que moi, c'est quelque chose déjà en lecture qui peut des fois me freiner, dedans mon écriture, j'essaye de faire quelque chose que moi j'aurais plaisir à lire. Donc c'est vrai que j'essaye toujours de synthéser et on va dire de dissocier les éléments que je donne dans différents moments et arriver au final avec le même résultat. Le personnage, on le voit de la même façon et on apprend les mêmes détails ayant de l'importance sur lui, sans forcément avoir trois lignes de description qui coupent, on va dire, le rythme du roman. Exactement. Alors Max, il nous dit c'est bien de découvrir de nouveaux auteurs. Avec plaisir, Max. Et je ferai toujours ça avec passion et fougue. Alors Nat nous dit ça me fait penser au jeu de rôle. Ben ouais, voilà, tu vois, Nat, on l'a dit. Escape game, tout ça. Spoil alerte pour Xavier, nous dit Maxime. Donc ça, c'était sans doute par rapport à l'arrivée dans le lycée où je ne suis pas encore. Merci, je te remercie pas. Hein, je te félicite pas. Alors c'est une très bonne. J'ai pas encore donné de spoil, hein, j'ai juste dit Ouais. qu'il se passait quelque chose. Alors, Nat te dit, c'est une très bonne chose ce que tu fais sur les réseaux sociaux, Franck. Très bien. Les réseaux sociaux, c'est 70% de la communication marketing. Le dernier tome, comme dans toute saga, il sera en 2 parties, demande Maxime. Non, non. Par contre, il y a 2 fins. Ça, c'est pas cool. Non, non, en fait, la fin sera en un tome.
Et par la suite, il y a un autre ouvrage qui ne sera pas forcément en lien complet direct, qui ne sera pas indispensable, on va dire, à la saga, mais qui aura toute son importance pour moi et pour l'histoire de manière générale. Ça sera pas, on va dire, important de le lire. Ne pas le lire ne coupera rien, mais ça sera un peu comme une genèse ou autre qui ira avec. Donc quand je dis il y aura deux fins, l'histoire se termine toujours de la même façon, mais il y aura deux volumes dissociés qui pourront s'apparenter à une fin de cette histoire. Ce qui permettra de boucler aussi l'histoire. N'aurais-tu pas lu à tout hasard la trilogie fantastique de Maxime Chatham, Autre Monde? Non, 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 du tout. Parce que du coup, il a fait comme ça, lui. Et j'ai trouvé ça génial. Il a fait les 7 tomes. D'accord. Il a terminé sa saga avec le 7e tome, mais il en a fait un 8e qui est indépendant, mais qui apporte une autre fin. Et j'ai trouvé ça super bien. D'accord. Alors moi, ça n'apportera pas une autre fin, mais ça aura toute une importance par rapport, on va dire, à la construction de l'histoire, et ça permettra d'apprendre certaines choses qui sont, je dirais pas forcément qui ne sont pas importantes dans l'histoire, mais qui n'avaient pas lieu d'être décrites ou dites dans la saga complète, mais qui peut avoir on va dire, des petits caractères assez importants par rapport à, on va dire, la compréhension de certaines choses. Ça peut éventuellement lever certains voiles, tout comme ça peut permettre de voir certaines choses d'une façon différente. Donc voilà, quand je dis que tout est déjà établi, je connais déjà chaque tenant et aboutissant. Donc, tout ça, je dirais, c'est prêt globalement. Maintenant, c'est dedans le développement que j'avance tome par tome, et c'est vraiment tout un travail de prendre les éléments que je veux donner, de les éclater et de construire chaque volume. Donc après, c'est comme ça que l'histoire est prévue, mais de toute façon, je dirais la fin sera vraiment en un seul tome. Et je dirais il n'y aura pas s'il y a une coupure d'histoire entre chaque volume qui est inhérent à toute saga, je vais pas bloquer un passage extrêmement important juste pour le plaisir de dire l'année prochaine vous aurez la fin. Je vois pas du tout l'intérêt de faire ça. Moi, je préfère avoir une fin de saga où on se dit j'aimerais bien reprendre tout depuis le début pour voir si j'ai pas loupé certains indices qui peuvent peut-être, on ne sait jamais, les auteurs des fois planquent des choses dès le début et on ne l'apprend qu'à la fin. Je préfère avoir une réaction comme ça plutôt que de couper et après de mettre la deuxième partie de la fin, où là pour moi c'est pas cool pour un lecteur. Après, moi personnellement je ne l'apprécie pas, donc je vois pas pourquoi je m'amuserais à faire ça. Alors, Letty te demande, vous dites beaucoup aimer la culture Wiccan, mais yes, Wiccan. C'est pas la même celle-là. Mais quelles ont été vos sources d'inspiration pour écrire cette œuvre? Alors, concrètement, j'aime beaucoup tout ce qui est magie, sorcellerie, oui, on va dire la religion Wicca ou autre. Cependant, dedans mon processus de développement et d'écriture, si cela m'a inspiré, je ne vais pas non plus chercher à tout prix à coller, on va dire, aux standards ou aux habitudes réelles, on va dire, de ce domaine-là. Moi, je vais plutôt avoir pris certaines grandes lignes et les avoir interprétés pour qu'ils collent déjà à l'univers et qu'ils aillent dans le sens de l'interprétation que je voulais leur donner. Pour exemple, la magie noire qu'on peut souvent trouver comme magie dangereuse ou interdite dans pas mal on va dire, d'univers fantastiques. Chez Izmeri, elle va pas forcément être interdite, elle va être plutôt dans le genre déconseillé, mais on reste dans une magie qui peut se pratiquer. Par contre, chaque sorcier a connaissance des risques et on va dire, du caractère dangereux dans lequel il va impliquer on va dire, son être en pratiquant cela. Donc l'objectif, c'est d'avoir différentes magies qui vont plus se dissocier par rapport à ce qu'on va en faire ou on va dire, au but recherché, qu'à une volonté de détruire, de faire du mal ou autre.
Alors, Maxime dit, Jar, une extension d'univers, un petit bonus en gros. Ouais, là, il doit parler de Du du livre, volume ultime. voilà, du volume ultime. On peut le voir comme ça. Après, ça sera, je dirais, là, je vais pas en parler plus que ça aujourd'hui, parce que déjà, d'une, moi, je ne l'ai pas encore écrit, mais ça va, voilà, il y aura vraiment un tome qui sera après, qui sera en plus, mais qui n'est pas indispensable à la compréhension de l'histoire. Ça sera plus, on va dire, un bonus. Alors, Maxime demande peut-être un préquel. Pas Je pense pas forcément que dans ce sens-là. Non. Non, parce que le préquel, en fait, il est dans le premier tome. Donc, Oui, on peut dire ça. Après, souvent, quand on parle de préquel, on va avoir d'autres personnages, d'autres histoires. Donc, on va pas forcément le décrire comme ça, mais ça va pas être une fin alternative. Ça va pas forcément être des personnages nouveaux ou autres qui vont arriver. Ça aura vraiment un lien avec Izmeri et son histoire et tout ce qui sera passé dans la saga, sans pour autant, on va dire, modifier certaines interactions, sans pour autant compliquer l'histoire ou dire ah bah non en fait c'est pas ça la fin mais ça risque de se repasser comme ça. Non, ça sera vraiment autre chose qui va s'y ajouter. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que comme j'ai deux cycles avec déjà un volume intermédiaire entre les deux cycles qu'on aura sur la saga, le dernier, il faudra plus le voir un peu dans la même construction que le global de la saga. Oui, donc tu vas faire 4 tomes, un intermédiaire, enfin pas un intermédiaire, un lien, et tu repars sur un autre cycle, c'est ça? 3 tomes et un intermédiaire. Donc, ce qui fait que D'accord. là, aujourd'hui, sur le 3e tome, je suis à la fin de ce cycle. Donc, en gros, je dirais en gros, on va commencer à avoir certains événements qui vont faire qu'on va devoir basculer vers une autre narration et on va dire, une autre vision de l'histoire. Donc ça, bien entendu, comme on a quand même un point de vue narratif, on en a deux, hein, on a un présent, on a un passé. Il y a un moment où le passé va devoir laisser place au présent, et cette chose-là ne doit pas dans la construction, on va dire, de la saga, ne doit pas se faire de n'importe quelle façon. Il va y avoir déjà un volume qui va être un peu particulier de par sa construction, de par, on va dire, la transition. Et il faut aussi qu'on ait toujours ce flux qui va être constant, qui va permettre de passer naturellement de l'un à l'autre sans créer un électrochoc et sans brusquer le lecteur. Donc tout ça, ça va se faire en douceur, mais ça va permettre aussi à l'histoire on va dire, de basculer et de pouvoir avancer sans stagner, on va dire. Voilà. Là, moi, j'ai au moins envie d'aller jusqu'au tome 5. Là. Merci. Franchement. Après, tant qu'à ça, autant aller jusqu'à la fin. Hein. Ah, bah, c'est toujours mieux. Ah non, moi, dès que j'attaque les sagas, ou alors il faut vraiment qu'il y en ait un qui soit navet pour pas que je continue la saga. Mais les Robillards, Voilà. ils sont tous passés par moi. Les Eragon, ils sont tous passés par moi. Les Delphine Montariol, ils sont tous passés par moi. Les Elisabeth Tremblay sont passés par moi. Trudy Canavan, c'est passé. Il y a que les Harry Potter. Harry Potter, j'ai jamais lu, je lirai jamais. Je peux pas. Je fais un blocage sur Harry Potter. Moi, je les ai lus, parce que ma femme les lisait. Donc, des fois, je m'emmerdais, donc je les lisais. J'ai eu du mal avec le premier tome, lorsque je l'ai lu. Et après, à partir des suites, j'ai trouvé ça plus intéressant. Donc, comme tout écrivain, la plume évoluait. J'ai pas trouvé ça déplaisant. Après, personnellement, je préfère largement lire les livres que de regarder les films. Mais bon, ça c'est sur tout en général. Hein. Je prends les Hunger Games, les Divergentes, les Narnia, les Narnia, les Stephen King. Aujourd'hui, la seule œuvre que j'ai autant aimée en vidéo qu'en livre, ça va être 13 Reasons Why de Jay Asher. Très sincèrement, le livre, déjà, je l'ai lu parce que j'en ai beaucoup entendu parler et je tenais à le lire pour m'en faire ma propre opinion.
Je trouvais les sujets extrêmement intéressants. Et là aussi, la construction scénaristique, réussir à dès le début nous dire que la personne elle est morte et à la dernière page, on espère encore qu'elle survive, je dirais ça, c'est quand même un exploit. Et dedans la série, si certaines choses ont été revisitées, moi j'étais bluffé par l'actrice. Très sincèrement, quand on voyait les différences au niveau de son jeu, au niveau de son apparence par rapport à chaque acte, à chaque époque, c'était extrêmement bien travaillé. Et ça va être un des rares livres où j'aurai autant plaisir à voir, on va dire, la partie série que la partie, on va dire, œuvre publiée. Et justement, pour en revenir, c'est très bien que tu parles de ça. Quels sont les acteurs? Imagine que Spielberg t'appelle pour te dire « Je veux faire votre livre en film ». À quels acteurs tu penserais pour faire les protagonistes? Je suis assez curieux de le savoir. Alors là, je me suis jamais posé la question. Moi, les acteurs que j'aime bien, ils sont soit morts, soit très vieux, donc ça va être compliqué. Ah ouais, là, ça va être chaud patate. Là. Ça va être chaud patate. Là, ça va être chaud patate. Je dirais en acteur. Alors pour les enfants, honnêtement, je ne sais pas du tout. Je me fais déjà insulter. Pas Spielberg pour un truc comme ça. Oui, c'est le premier qui m'est venu à l'esprit. Hein. Alors justement, Maxime, à qui tu penses? À Michael Bay? Alors du coup, pour un personnage comme Vanessa ou autre, un personnage assez théâtral comme ça, j'ai bien aimé Lady Gaga dans les American Horror Story. Elle a vraiment un jeu très extravagant, elle sait se mettre en scène. Pour Louise et Sonia, par exemple. Alors, pour Louise et Sonia... Ah, Louise, moi, non, Sonia, elle est toute trouvée pour moi. Moi, Sonia, j'imagine ma sœur qui a le même prénom, donc c'est assez compliqué. Non, là, très sincèrement, je ne saurais pas. Pourtant. Alors, si je te dis... Alors, dans quoi elle a joué? Alors, je vais essayer de vous faire deviner. Tiens, c'est peut-être marrant. Alors, attends, dans quoi elle a joué? Le stagiaire. Je vais pas prendre des films ultra connus, sinon vous allez trouver tout de suite. Le stagiaire. Regardez pas sur Google, hein, trichez pas. Qu'est-ce qu'elle a fait d'autre? Batman. Quel Batman? Il y en a eu beaucoup. Les meilleurs. Ah, Maxime a trouvé. Anna Thaoué. Ouais. Ah oui, ouais. Ouais, superbe actrice. Ah ouais. Et je la vois très très bien faire ça. Et après, il y en a une autre, j'ai pensé à celle justement qui jouait, bon, là elle est un peu trop vieille, c'est dommage, mais à Holly Marie Combs qui jouait Piper dans Charmed. Oui, ah oui. Là, Déjà dans Charmed, elle avait un super jeu, tout en simplicité, en discrétion. Ah ouais. C'était top. Alors, qu'est-ce que j'ai raté comme question? Harry Potter. Alors, Laetitia, en tant que lecteur et indépendamment de votre livre, qu'aimez-vous lire? Y a-t-il un livre que vous affectionnez particulièrement? Alors, mon préféré, c'est William Peter Blatty avec L'Exorciste. Donc ça, c'est un des premiers livres horrifiques que j'ai lu quand j'étais jeune et il est toujours sur ma table de nuit, je le lis régulièrement. J'ai parlé aussi de 13 Reasons Why. J'ai lu beaucoup de livres donc là, de différents auteurs, mais plus centrés sur les personnalités des tueurs en série. Je trouve ça extrêmement intéressant de comprendre ce qu'on peut expliquer par leurs raisons ou leur vécu. Je trouve ça très important. J'ai lu pas mal de sagas young adult, comme Divergente, Hunger Games. J'aime beaucoup, je trouve que c'est très dynamique, c'est très intéressant. Qu'est-ce que j'ai lu d'autre? Bien entendu, ça, Cimetière, les grands classiques de notre cher Stephen King. Beaucoup de Molière. J'aime bien lire Molière avec ses différentes pièces de théâtre.
Ouais, je lis un peu de tout. Après, pour peu que je dirais que l'accroche me donne envie, généralement ça finit sur ma bibliothèque et je le lis, quoi. J'aime beaucoup tout ce qui va être dans l'imaginaire, tout ce qui va être bah, un peu l'horreur, les thrillers. Voilà, je ne vais pas m'enfermer avec différents auteurs. Je vais pas aller partir pour acheter le livre de tel ou tel auteur. Il faut vraiment que je vois le livre, que je puisse le toucher, que je le regarde. Euh, Après, ça va être surtout dans mes phases de lecture. Quand je suis en phase d'écriture, bien souvent, je suis plutôt enfermé sur mon univers à moi. Mm. Et du coup, maintenant, on va passer à la partie beaucoup plus drôle pour moi de l'interview. Moi, du coup, j'ai fait mon boulot. Maintenant, ça va être à vous. Donc, qu'est-ce que j'ai prévu pour Franck, d'après vous? Non, mais plus de surprise maintenant, parce que du coup, vous avez tellement bien kiffé sur les dernières interviews, le fait de reprendre le prénom ou le nom de l'auteur et de faire un argument, que ce soit sur son livre, sur son personnage, sur plein de choses. Du coup, tout à l'heure, je te l'ai fait en off, Franck, mais du coup, on va reprendre ton prénom, mais tu ne dois pas réutiliser ce que je t'ai dit. Sinon, c'est pas marrant. C'est pas marrant. Oui, parce que du coup, je l'ai fait moi. Et du coup, voilà. Donc, on va prendre les initiales de Franck et Franck, Nathalie. Salut Nathalie. Non, Letty, ce n'est pas la cocotte. Salut, La Nathalie. cocotte, elle est en hibernation. Donc, du coup, allez, c'est parti. Ton livre. Donc là, c'est pour ton livre. D'accord. Donc, F comme. Ouais, on va dire fantastique, ça parle de fantastique. R comme. Alors là, avec un R. J'ai galéré aussi. Ouais, alors là, ouais, parce qu'avec un R. C'est pour ça que j'ai pas pris Kerner, en fait, parce que du coup, j'ai galéré avec un seul R. Ouais, je comprends mieux tout de suite. R comme. On peut dire rapide. Ah oui. Certains événements sont assez rapides. Ouais. Ouais, le rythme, pas bête. Ouais. Bah oui, R comme rythme. C'est pas mal Le aussi. A. Arbre. Ouais. J'aurais pu mieux faire sur ce coup-là. Le N. N. Noir. Alors, on arrive sur les lettres un petit peu plus complexes. Le C. J'aurais dit cascade pour les effets en cascade. Pas mal. Ouais. Et le K. Alors là, le K. Ah, celui-là, c'est pas facile. J'en trouve pas. Ouais, Non, alors moi, c'est là, pareil. À part le. Bon, je te laisse prendre le mien. Je t'ai dit tout à l'heure le K. je l'ai déjà oublié. Oh là là. Alors, je veux dire, moi, parce que comment j'avais fait. Donc, F comme fabuleux. R comme rocambolesque. A comme abyssal. N comme novateur. C comme chaotique. Et K comme kaléidoscopique. Oui. Parce qu'il y a vraiment un très, très beau jeu de couleurs dans le livre. Il y a vraiment que ce soit dans la plume, dans les événements, et même quand il y a des... Laetitia dit kilogrammes car beaucoup de tomes. Je pense qu'elle n'a pas encore eu l'écho du nombre de tomes dans Lycanthropia. Oui. Je sais pas si tu les connais. Je le sais. Ouais, moi je suis un petit joueur à côté. Vous êtes tous des petits joueurs. Vous êtes clairement c'est clair. Tous ceux qui font des sagas chez Livre de Lire sont des petits joueurs. Et du coup, avec Kaléidoscopie, je vous disais, il y a beaucoup de couleurs, il y a vraiment, et on vit vraiment avec les personnages, et les situations sont vraiment, voilà, c'est comme ça, on en prend de partout, et ça m'a fait vraiment penser au kaléidoscope quand on regardait quand on était gosse, ces trucs qu'on tournait là. Ouais. Ça m'a vraiment fait penser à ça. J'ai tout bon, j'ai pas tout bon.
Bah, moi, je vais pas te dire le contre, hein. Je vais pas aller contre ce que tu dis. Non, non, après, c'est vrai que j'ai essayé de donner à tous les niveaux. Et comme chaque personnage voit les choses à sa façon, agit selon ses choix, ça permet de diversifier un peu les tons sur le livre. Ouais. Après, sur certains passages, il n'y a pas de demi-teinte. Là, Ça dépend on des y personnages. va. Voilà. Du coup, est-ce que vous avez d'autres questions, les amis? Ah, il y a Audrey. Coucou, Audrey. Audrey, c'est ma caissière préférée. Donc, est-ce que j'ai raté si j'ai pas raté des choses? Ah, il y a Maxime. Alors, nanana. Pas Spielberg pour un truc comme ça, plus un réalisateur comme Alonso Cuarón pour un truc obscur. Qui c'est ça? Je connais pas. Valérie est passée nous faire un coucou. Néo, même si pas mal comme saga. Oui, Max. Alors, il est entré dans plusieurs listes des livres à lire depuis votre interview. Mhm. Je ne vois pas ce que veut dire Laetitia. Merci, mon préféré. Arrête, je vais rougir, Audrey. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas, profitez-en. C'est le moment. Après, voilà, je vous le dis cash. Si vous prévoyez d'acheter le tome 1, achetez le tome 2 avec. C'est indéniable. Si vous aimez lire des sagas et ne pas attendre, faut pas se priver. Clairement pas. Moi, j'ai de la chance, je les avais. Sinon, je pense que j'aurais été frustré si j'avais pas eu le tome 2. Quaron, c'est le réalisateur de HP3 et de Gravity. Ah ouais. Alors HP3, je connais pas. Gravity, je connais. Ouais, Gravity. Ouais. C'est celui avec c'est Bullock. Ah, je sais plus qui est dedans. Si, je crois que c'est George Clooney et Sandra Bullock dans Gravity. Je me rappelle plus. Pain au chocolat ou chocolatine, te demande Maxime. Ah bah, pain au chocolat par chez nous. Bon, allez, bonne soirée, à bientôt. J'ai même un collègue au travail, il dit bon, je dis pain au chocolat, hein, parce que si je te frappe, je te donne pas une gueulatine. Voilà. À l'issue de votre saga, prévoyez-vous de continuer l'écriture, te demande Laetitia. Bah, j'y compte bien. Et bien sûr, oui, j'ai d'autres projets qui seront à venir par la suite. C'est vrai que pour l'instant, je me consacre beaucoup à Ivmery et l'animation autour de ce livre sur les réseaux. Mais non, il n'est pas prévu juste d'écrire ça et d'arrêter. Ça serait dommage, parce qu'au fur et à mesure de l'écriture d'une histoire, on développe d'autres idées qui ne vont pas forcément s'intégrer dans cette même histoire. Et tout l'intérêt, c'est de trouver un autre projet où elles pourront s'épanouir et où on pourra partager peut-être justement d'autres émotions et d'autres visions qu'on ne pouvait pas placer dans cet univers précis de par, on va dire, les centres d'intérêt qui y sont placés. Alors, Nathalie nous dit, je n'ai pas les commentaires étranges. Alors, Nathalie, dis-moi par quoi tu es passé. Est-ce que tu es passé par Facebook ou par StreamYard? Alors, Maxime me dit, j'aime bien foutre la merde. Oui, mais justement, Maxime, je pourrais manger quand tu viendras en dédicace. Bonsoir à tous les deux, encore plus envie de découvrir Ismeri. Ben, n'hésite pas, Théolinda. Fonce. Avec plaisir. Bip, bip. Bip, bip. Facebook, voilà, Facebook, Nathalie, il faut que tu passes, en fait, faut que tu t'inscrives sur StreamYard. Et là, tu auras tous les commentaires. Tout est centralisé sur StreamYard. Alors, Laetitia te demande, serait-ce toujours dans les mêmes styles ou vous tenteriez quelque chose de différent comme un thriller? Très bonne question, c'est ce que j'allais te demander. Eh bien, en fait, là, à l'heure actuelle, j'ai trois autres projets qui sont plus ou moins avancés, donc un thriller, un horrifique pur et un young adulte, vraiment, on va dire, dans la ligne de young adulte, de par le scénario, les personnages et, on va dire, la nécessité d'être différent qu'on peut trouver dans tout ce qui est livre de young adulte. Donc je n'ai pas forcément dans l'optique de rester sur certains styles. Après, il y en a où je suis plus à l'aise puisque c'est ce que je lis. Mais non, ce ne sera pas forcément que du fantastique, parce que le fantastique, même si ça permet d'extrapoler beaucoup de choses, par moment, on ne va pas pouvoir y placer certains faits ou certains actes très sombres qui vont nécessiter un environnement qui va leur coller, comme du thriller, par exemple. Alors, Nathalie dit un excellent tome 1. Ouais. Et le 2 est
Là où j'en suis, déjà le 2 est dans la même lignée. On retrouve le rythme, on est dans une autre sphère. Voilà, je pense que toi, tu vas nous faire raisonner en sphère. On va passer d'une sphère à l'autre et au fur et à mesure, elles vont fusionner. Et là, pouf, allez hop, au dodo. Vos proches, comme votre fille, sont-ils source d'inspiration ou de conseils? Te demande Laetitia. Alors, mes proches sources d'inspiration, peut-être dans certains personnages. Ensuite, comme cette histoire que je développe à l'heure actuelle, ça fait plus d'une dizaine d'années que j'ai dans la tête. J'avais pas encore d'enfant. C'est vraiment un personnage qui s'est développé, comme j'ai des tendances un peu insomniaques. Je m'étais construit un peu l'histoire de ce personnage, et à un moment, ça prenait chaque détail on va dire, dans son histoire prenait de plus en plus de place. J'ai eu besoin vraiment de coucher sur papier ce, son passé, son présent, son futur, ce qui fait que beaucoup des personnages sont vraiment issus de la nécessité dans le scénario, et probablement aussi de beaucoup de choses que j'ai pu regarder dans ma jeunesse. Mais il m'arrive par moments certains petits mots, certaines touches humoristiques qui peuvent être inspirées par ma fille, ma femme, ou des choses comme ça que j'ai pu entendre ou voir quelque part, quoi. Avec cette question, ça me fait penser à un passage dans le livre. Le tome 1 ou le tome 2? Le tome 1. Je pense qu'il y a quelque chose, c'est ta fille qui te l'a inspiré. Du genre? Si, hop, ça dans une poche. Attends, j'arrive pas à revoir. Hop, ça dans une poche. À quel moment? Évolution de 2 personnages. Ouais. Si je fais ça, hop. Ah oui, non. Poche. Ah non? Du tout. Ah non, du tout. J'ai adoré, j'ai kiffé ce moment. Ah oui, oui. Une bulle d'oxygène dans le livre. Alors ça, c'était plus on va dire une époque avec mes amis à moi lorsqu'on était ados, et j'étais avec un autre copain, on était un peu les clowns du groupe, et alors tout ce qu'on pouvait faire comme bêtise ou dire comme bêtise, on le faisait, et on était plutôt dans l'autodérision, et on essayait un petit peu de mettre la pagaille avec les autres plutôt que de s'occuper de soi-même. Donc non, ça vient pas du tout de ma fille, cette partie-là. Je suis étonné, parce que du coup, c'est ce que me fait mon neveu quand je lui envoie les bisous, hop, je le garde. Et du coup, ça va. Ah, tu vois, j'étais étonné. Alors, faut changer un peu de genre des fois pour passer à autre chose, puis revenir à notre domaine de prédilection après. Oui, ça. Faut se ressourcer. Se ressourcer, faut retrouver des nouvelles idées, et parfois de travailler sur des projets totalement différents. C'est ce qui permet de débloquer certaines choses, tout à fait. Bon, mais du coup, je pense que nous arrivons à la fin de ce live, de cette interview. J'espère que tu as passé un bon moment. Ah, mais un très grand bon moment. Je te remercie beaucoup d'ailleurs. Avec grand plaisir. Moi aussi, j'ai passé un très bon moment là, et avec tes personnages. Ah bah, ça fait plaisir. Bon, je t'avouerai je dirais pas pourquoi, mais tu vas comprendre. J'ai été frustré quand même. Frustré? Ouais. Sonia, Louise. T'as compris? Voilà. À quand une visite au pays de la chocolatine? Eh bien, justement, je pense qu'on va rapidement en parler. Avec grand plaisir. Je vais essayer de voir avec Véronique qui c'est qui peut être dans le même coin que toi pour justement vous faire venir en même temps en dédicace. Je pense que ça peut être un bon compromis. Ouais, je pense qu'il y a Emmanuel Ferré qui est de Nantes. Oui, et elle descend en plus. Eh bien, je crois qu'elle descend pour le mois de mai. Elle descend sur le mois de mai. Moi, mai, j'ai pu prendre que David, parce que vu les week-ends de mai, ça sert à rien que je fasse des dédicaces, il n'y aura personne. Ah bah là, par contre, nous, il y a beaucoup de monde qui arrive par chez nous là en ce moment. Là, les 4 voies, elles sont blindées là en ce moment. Mais là, du coup, sur juin, je suis complet. Je vais en discuter avec Véro. Mais vous serez bien sûr tenu informé
Puis surtout, ben, si vous avez envie de vous procurer le livre, n'hésitez pas. Petit message sur la page Book and Stock. Je m'occuperai de tout. Et ben, du coup, Franck, écoute, je te remercie vraiment pour ben, Ben ce non, moment merci. Merci à toi pour cette interview. et tes livres. Merci à tous d'être de plus en plus nombreux à suivre ces interviews. Hop, en même temps, normal et dédicace ne sert à rien, on vend pas. Tout dépend. Tout dépend. Là, moi, depuis que j'ai fait des dédicaces au magasin, les auteurs ont vendu entre 18 et 25 livres en 4 heures. Les dédicaces, ça s'anime. Il faut créer un événement et il faut faire autre chose autour du livre. Pas penser forcément qu'à l'œuvre. Après, là, je pense qu'à ce niveau-là, tu es bien calé. Ben, en fait, c'est que du coup, j'ai cette faculté d'intriguer, déjà, d'en parler en amont de la séance de dédicace. Puis surtout, j'arrive à résumer. Ben voilà, quand je dis aux gens, on paraît quand je viens, ah ben quand tu veux, Maxime. Mais quand tu veux. Il n'y a pas de souci. Là, je prends l'exemple de Delphine Montariol, qui est une auteure qui est venue en magasin. Et du coup, on n'a pas eu grand monde à sa dédicace. Mais au final, elle a vendu 18 livres. Parce que du coup, ben, hop, la semaine de la dédicace, les gens qui ne pouvaient pas venir pour la dédicace, et ben, en fait, ils ont acheté le livre. Je les ai gardés. J'ai noté leur prénom. Et quand l'auteur est venu, elle a pu faire les dédicaces. Mais son livre, je le vends en une phrase. J'avais fait ça avec la bouquinerie L'Esquimau, qui est près de chez moi, qui est gérée par Simone, qui est vraiment géniale. Et elle a la même passion, la même façon de présenter les choses que toi. Et j'étais arrivé pour la dédicace de la sortie de mon tome 1. Elle avait déjà vendu une quinzaine de livres. Voilà. Mais elle l'avait lu, elle avait adhéré, et elle avait su le présenter aux bonnes personnes. Donc c'est vrai que vous avez un métier qui est très passion. Donc quand vous avez quelque chose qui vous plaît, c'est beaucoup plus facile pour vous de le présenter. Et après voilà, comme tu dis, il faut savoir. Voilà. Et puis il faut savoir animer, il faut savoir créer l'événement. Et ça, c'est du commerce. Là, moi déjà, vous pouvez être sûr que le jour où je vous annonce que Franck vient en dédicace, mais je me déguise en sorcier. Et je vais faire flipper tout le quartier. Mais toute la rue, je vais la faire flipper. Ah, ça dépend du sorcier. Hein. Il y en a des plus ridicules que d'autres. Ah non. Moi, en costume, mais je sais pas si tu as vu passer voilà, c'était pas trop un déguisement. Mais par exemple, pour Delphine Montariol qui est venue en dédicace, elle est sur les années 1900. Et puis du coup, j'avais vu haute forme, le monocle, la tenue. J'avais vu, c'était sympa. Ça faisait des belles photos d'ailleurs. Ah ouais. Ah non, mais le photographe est top aussi. On va pas trop le dire. Xavier en Harry Potter. Là, ça vaudrait même une vidéo. Ah non. Pour Halloween? Non. Ah ben là, du coup, si c'est pour Halloween, d'accord, mais je fais un Harry Potter qui s'est fait défoncer la gueule. Il s'est fait frapper de partout. Là, à la limite, ça peut s'envisager. Mais non, je vais encore plus vous surprendre. Ah non, en termes de costume, j'ai des idées qui... Là, rien que pour l'événement que je suis en train de monter sur Toulouse, j'en dirai pas plus sur le costume, mais personne ne va me reconnaître. Personne. Ça va être top. J'ai trop hâte de venir à Toulouse. Mais moi aussi, Max, c'est intéressant de connaître le livre avant la dédicace afin de partager avec l'auteur le jour J. Exactement. Même pour l'auteur, pour l'auteur, ça permet plus d'interaction. Oui. C'est vrai que c'est plus facile pour nous de répondre et d'interagir vis-à-vis des questions plutôt que d'être toujours dans la recherche de lecteurs et d'essayer de vendre un livre. Moi, personnellement, pourtant, je travaille dans le commerce, je travaille dans le négoce. C'est vraiment pas une démarche avec laquelle je me sens à l'aise d'appeler quelqu'un pour lui parler du livre, lui montrer. Il faut le faire, mais je serais plus, on va dire, plus apte à échanger avec quelqu'un qui vient, qui a déjà des questions, qui va s'intéresser déjà à certaines choses. Mais je pense que ça, c'est tout le monde. C'est dans notre façon d'interagir entre êtres humains. C'est ça. C'est pas toujours simple. C'est à nous, libraires, de justement attiser la curiosité. Quand je vois certaines librairies,
C'est Mais un voilà. tout en fait. Il faut que, je dirais, le libraire sans l'auteur, c'est c'est moins vendeur. L'auteur sans le libraire, c'est plus difficile de créer des liens. Donc c'est vraiment un travail d'équipe et avec des univers fantastiques pour peu qu'il y a toute une animation de mise autour. Moi notamment, je travaille là pour un projet d'Halloween où on va faire des événements avec des lectures des contes qui sont issus on va dire, par tranche d'âge qui sont issus de mon livre en montant crescendo dans l'horreur. L'objectif, c'est d'offrir autre chose que juste venir acheter un livre en ayant une dédicace. Pour moi, avec Ismeri, il y a tellement de possibilités, que ce soit dans les déguisements, dans les jeux Ah ouais. autour, dans les jeux, dans les présentations de scènes que j'ai fait déjà sur des salons avec les cartes personnages que j'ai créées. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire afin justement de venir découvrir autre chose que le livre. Mais qu'un livre. Ce qu'il faut, c'est venir découvrir l'univers, L'univers. l'histoire, les personnages et accessoirement l'auteur. Pour une fois qu'il sort de sa grotte, c'est l'occasion. Bon, des fois, ils sont un peu moisis, mais c'est humide, hein, une grotte. Des cosplays de ces personnages, ce serait trop bien. Pas Moi, forcément des cosplays. moi j'ai ma fille, elle sait déjà lequel elle veut on va dire, se déguiser. C'est vrai qu'avec les cheveux violets et certains accessoires, c'est plutôt original. Ouais. À voir, je vais le réfléchir. Sur ce, je vais vous souhaiter à tous une très bonne soirée. Et ben pareillement. Et prenez bien soin de vous. À très bientôt. Bon, du coup, escalator ou pas escalator? Allez, escalator. Oui, ça c'est ma marque de fabrique de partir. Je pars en mode escalator, parce que je fais bien l'escalator. Allez, c'est parti. Maxime, hop, voilà. Bonne soirée à tous. À très bientôt, Franck. Puis on reste en contact pour le tome 2. N'hésite pas. Je te ferai mon retour. Pas de problème, avec plaisir. Salut.